Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir énorme de vous retrouver, toujours pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous de ce soir pour passer en revue l'actualité qui reste dominée par le jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Enfin, ce moment attendu est bel et bien arrivé. Nous sommes aujourd'hui 28 juillet 2023 à Kinshasa. Pour en parler, pourquoi pas autre actualité sur ces plateaux, nous avons comme invité M. Pierre Boukassa. Pierre Boukassa qui est président du Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, RAPEC en sigle. Voilà, M. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Pourquoi avoir créé ces partis politiques alors que vous avez déjà une structure qui gère le maraîcher, les maraîchères, les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, Inagrico? Merci beaucoup, madame. Je m'attendais d'ailleurs à cette question. Il faut se dire quelque chose, c'est que dans notre pays, souvent on crie, on parle, mais les gens n'attendent pas. Et vous savez que si vous n'avez pas la possibilité de faire passer votre message, il n'y a qu'une seule chose, c'est d'arriver jusqu'au Parlement, que les décideurs prennent conscience de ce que vous êtes en train de faire. L'agriculture est une priorité des priorités pour nous les Congolais. Si nous n'avons pas à manger, si nous n'arrivons pas à l'autosuffisance alimentaire, ça nous sera très difficile de nous développer. C'est ainsi qu'après avoir osé ou bien essayé par tous les moyens avec d'abord ma société qui importe les intrants agricoles, dont j'ai essayé de conscientiser les agriculteurs. Et vers 2001, nous avions alors créé pratiquement l'association l'Union nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo. C'était toujours dans le même ordre pour que notre gouvernement prenne conscience et même nous autres qui sommes les acteurs, prenons un peu plus arrivons au professionnalisme, disons. Parce que si nous ne sommes pas des professionnels, nous ne ferons absolument rien. Nous n'allons rester que dans les débrouillardismes. C'est ainsi que voyons que la plupart des lois qui devaient être prises au niveau du Parlement ne l'étaient pas. Nous nous sommes décidés nous-mêmes d'aller au Parlement pour faire passer, pour faire entendre la voix des agriculteurs, des pêcheurs et des éleveurs. Voilà. C'est dans ce cadre-là qu'on a créé ce parti. Mais rappelez que votre parti politique, Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, je veux que vous puissiez nous parler un peu de l'existence de ce parti politique, de l'existence plutôt de cette structure politique. Au fait, nous nous portons très bien du fait que les agriculteurs, les acteurs en question sont en train de prendre conscience. Vous savez, ce n'est pas un problème que nous courons vers l'argent au Parlement, ou bien nous courons tout simplement pour qu'on nous voit que nous aussi nous sommes arrivés en tant que députés. Ce n'est pas ça notre objectif. L'objectif, c'est faire comprendre aux agriculteurs, aux éleveurs et à nos dirigeants que la façon dont nous sommes en train d'évoluer dans les secteurs agricoles n'est pas la bonne. On crie chaque fois agriculture, priorité de priorité. On nous dit que cette fois-ci, il y a 735 millions de dollars pour les agriculteurs. L'année passée, on nous parlait de 525 millions. Mais entre-temps, où en sommes-nous avec l'agriculture? Prenez par exemple, là, nous sommes au mois de juillet. C'est bientôt la campagne agricole. Il faut que les intrants soient là, il faut que tout le monde soit au travail. Il faut qu'on sache dans quel coin nous allons travailler. Nous allons faire peut-être le maïs, nous allons faire l'agriculture maraîchère. Mais tout ça doit être planifié et organisé. Vous comprenez? Je ne fais que le répéter. Ce n'est pas un problème que les gens d'intérêt purement pécuniaire. Il faut que les gens sachent comment s'y prendre dans le domaine agricole. Nous, l'UTT, que nous remarquons qu'il n'y a pas une certaine organisation, que nous n'allons nulle part, nous ne faisons que tourner en rond dans le secteur agricole. Combien de fois n'avions-nous pas déclamé ou n'avons-nous pas déclamé sur ce plateau pour dire à nos dirigeants, faites attention. L'agriculture est un problème de temps, est un problème de calendrier, c'est un problème de connaître avec qui vous travaillez. Mais jusque-là, rien ne s'est fait. Au niveau du Parlement, pourquoi n'y a-t-il pas une commission chargée de l'agriculture? On est en train de mélanger, tantôt on est dans la commission économique, tantôt d'accès. Nous devons avoir une commission rien que pour l'agriculture, qui débat nos problèmes. Le code agricole qui n'est pas assez étoffé, la loi sémencière qui ne passe toujours pas. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous, agriculteurs,
nous regrettons. Parce que la plupart de ceux qui sont en train d'œuvrer dans notre domaine n'ont pas beaucoup de moyens. C'est comme ça que vous ne voyez pas les gens souvent revendiquer leurs droits par manque de moyens. Mais ces moyens ne pourront venir, ou bien nous pourrons revendiquer nos droits qu'en ayant un parti qui est en train de défendre la cause des agriculteurs. Quand nous parlons agriculteurs, c'est que nous parlons aussi bien de ceux qui touchent au sol, nous parlons des pêcheurs et des éleveurs. Je veux bien que vous puissiez insister là-dessus, parce que là, vous venez déjà de me contredire, parce qu'on sent l'engouement vers la chambre basse du Parlement. Pourquoi c'est les 21 000 $ peut-être qui créent cet engouement, et pour le parti, les rassemblements des agriculteurs, les Verts et pêcheurs du Congo, tel n'est pas le cas. Mais essayez un peu de marteler sur l'idée, l'idéologie et l'objectif de votre parti politique. En tout cas, merci beaucoup, maman. Nous, d'ailleurs, nous allons être pour revendiquer qu'on puisse revoir tous ces monuments-là à la baisse. Ça ne sert à rien de donner aux députés 21 000 $, 50 000 $ et qu'on sort, ou bien des jeeps et qu'on sort. Non. Il faut, quand on arrive au sommet, là, quand on est député, qu'on parte réellement pour défendre le peuple. Pas pour les 21 000 ou les 20 000 $ et qu'on sort. Ça ne sert à rien du tout. Si ce n'est que pour l'argent, nous pouvons continuer avec nos affaires. Je crois que ce n'est pas ça que nous manquons. Mais le plus grand problème, c'est tout simplement que l'idée de l'agriculture telle que nous concevons ne passe pas. C'est qu'à un moment donné, maman, il faut se dire une chose. Nous ne pouvons pas continuer avec l'agriculture qui entretient la pauvreté. Je vous donne un petit exemple. La distribution parfois des intrants agricoles, même de nos histoires. Vous avez dans un site 1000 personnes et vous allez distribuer 2 ou pour les soi-disant que vous avez donné aux maraîchers. Ce n'est pas ça. Faites en sorte qu'il y ait des fonds. Faites aussi que nous puissions connaître qui est réellement agriculteur, qui travaille avec ces fonds-là, comment on peut en bénéficier et qu'est-ce que nous visons. Et surtout, l'idée primaire que j'ai toujours annoncée ici, c'est le problème de la cartographie agricole. Où pouvons-nous travailler en tant qu'agriculteurs? Où pouvons-nous faire l'élevage? Et sur qui pouvons-nous compter? Avec qui compter? Tout ça, ça demande quand même une certaine organisation. Et cette organisation, avec quelle loi de protection? Vous allez voir, la plupart, par exemple, des maraîchers de la ville de Kinshasa ont des arrêtés. Mais il y a conflit entre l'État, donc l'État qui a fait ces arrêtés, et les chefs coutumiers. Mais apparemment, le secteur agricole est totalement négligé en République démocratique du Congo, alors que les Congolais sont censés manger à leur faim. Heureusement que vous le dites, parce que la plupart de ceux qui arrivent à être des décideurs, souvent ne comprennent pas ce secteur. C'est un secteur où il faut avoir de l'expérience, où il faut vraiment bien aimer avoir la volonté d'organiser et connaître d'ailleurs ce qu'on peut faire. Sinon, on s'embrouille, on part dans tous les sens, mais on oublie l'essentiel. Parce que même en 15 jours, jusque-là, à moins que je me trompe, nous avons vu le ministre de l'Agriculture être interpellé à la chambre ne fût-ce que basse du Parlement par rapport à certains points. Pourquoi pas les Congolais n'arrivent pas à cultiver la terre et pourquoi pas nous n'arrivons pas à manger ce que nous produisons en notre pays, la République démocratique du Congo. Ça ne se passe pas. Donc la négligence est totale. Non, mais ma soeur, vous interpellez l'actuel, par exemple l'actuel ministre, quand il a été interpellé, moi je me suis beaucoup marré. Parce que lui ne fait qu'hériter d'une situation. Donc ce n'est même pas à lui de répondre à ces questions-là, il fallait interpeller ses prédécesseurs. Ce n'est pas l'actuel ministre qui a fait que nous arrivions là. Donc, à mon humble avis, vous savez, quand on ne sait pas prévoir, quand on ne sait pas s'organiser, le problème du Congo n'est pas un manque de nourriture. Le problème du Congo, il y a d'abord la production. Ensuite, il y a aussi le stockage de cette production, l'évacuation et le stockage de cette production, la transformation de cette production et ensuite la commercialisation que nous nous y prenons très mal. Donc, tant que ces paramètres-là ne seront pas réunis, quand nous ne connaîtrons pas, du moment que nous n'arrivons pas à connaître quelle est la quantité de semences, par exemple, de maïs, qu'il faut pour arriver à l'autosuffisance, quels sont les sites sur lesquels nous allons exploiter ces semences de maïs ou bien nous allons les utiliser. Et avec qui seront les acteurs ou les paysans ou les agriculteurs que nous allons travailler avec dans chaque province. Nous avons de lac le plus poissonneux
le plus poissonneux du monde. Ainsi de suite. Mais on ne mange pas les poissons frais, tout ça. Nous importons le poisson. Je te dis, tout ça, c'est tout simplement l'organisation et les dirigeants que nous avons. Et les moyens qui sont mis à leur disposition. Tant que ces moyens seront toujours des moyens médiocres, des petits moyens, où on dit, on vous donne, par exemple, vous avez un budget de 735 millions, mais en réalité, il n'y a que 35 millions qui vont sortir et les 700 partent dans leur poche. Qu'est-ce que vous allez faire? L'élevage, n'en parlons même pas, c'est réservé aux particuliers. Non, l'élevage, n'en parlons pas, mais c'est surtout à l'Est. Donc, ça veut dire c'est les Bororo, c'est tous ces gens qui viennent du Rwanda qui essayent d'amener les vaches chez nous. Mais en réalité, le Congolais ne fait pas tellement l'élevage. Et ça, il faut inciter parce que les autres qui viennent sont en train chaque fois de nous faire déplacer. Et ce qui fait que plus on se déplace, et on ne sait pas normalement comment nous organiser dans le secteur agricole. Nous devons à tout prix assurer la sécurité des agriculteurs dans tous les coins du pays. Mais qu'est-ce que l'État congolais peut faire exactement pour changer cette situation? Remonter un peu la pente concernant l'agriculture, l'élevage, et puis l'agriculture, l'élevage et la pêche en République démocratique du Congo. La première des choses, c'est arriver à faire en sorte que nous puissions nous professionnaliser. Que ça ne soit pas une histoire de distraction. Ou tantôt, quand les militaires ne sont pas payés, ils font des champs. Quand les professeurs ne sont pas payés, ils font aussi la même chose. Mais en réalité, on ne peut pas extrapoler pour se dire, cette année-ci, nous allons travailler sur telle superficie avec telle personne. Il faut professionnaliser les gens, les sédentariser. Ce n'est pas aussi, chaque année, on ne peut même pas reprendre là où nous avons travaillé. C'est que aujourd'hui, vous êtes à Sekomaf, demain, c'est le chef de coutumier qui s'amène et qui essaye de vous déloger. Alors que l'agriculture, par exemple, ce qui touche à la terre, on ne peut pas avoir des résultats avant 5 ans. Donc pendant 5 ans, l'homme doit être sûr de son sol, doit être sûr de ses semences, doit être sûr du climat, doit être sûr de tous les paramètres qui font qu'on puisse produire. 5 ans. Avant 5 ans, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais nous ici, dès que vous commencez, une année après commencent les tracasseries, ou en même temps commencent les tracasseries. Comment voulez-vous? Donc le rôle de l'État d'abord, c'est d'arriver à sécuriser tous ces agriculteurs-là. Et tant que ça ne sera pas fait, ça sera très difficile. La deuxième chose, il y a des crédits qui se donnent par-ci, par-là. Mais ces crédits-là vont à qui? Qui sont ces agriculteurs qui prennent les crédits? Je vais vous dire une chose. Il y a par exemple, au niveau du ministère, pour les associations, il y a certains crédits ou bien on les alloue des subsides, on peut dire. Mais qui sont les bénéficiaires? La plupart du temps, c'est les cocos, les tatamoissi, les patatis qui prennent ça. Mais les vrais agriculteurs ne prennent pas. Et pourquoi? Et ensuite, au niveau, moi je pense qu'il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Dans notre pays, il n'y a pas de banque de crédit agricole. Donc le seul bailleur que nous avons, c'est l'État congolais. L'État doit jouer son rôle, mais quand l'État ne joue pas son rôle... Le RAPEC, votre parti politique, vous êtes président du Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Vous militez pour la cause des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo, qu'il y ait une loi qui protège ces derniers. Mais qu'en est-il de l'implantation de votre parti politique sur le l'étendue du territoire national? Parce que vous devez être quand même présent partout. Pour qu'il y ait de l'engouement, pour qu'il y ait de l'efficacité, de la performance dans ce que vous faites. Maman, est-ce que vous savez que 70% de la population congolaise est à vocation agricole? 70%, 70 à 80%. Parce que c'est la seule entreprise qui peut marcher dans ce pays. Et les gens, pour subvenir à leurs besoins, essayent de faire un semblant d'agriculture. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, et je pense que c'est même la crainte de beaucoup de gens, ils savent que si l'APEC, tel qu'on est parti, on a commencé par la ville de Kinshasa, on est au Kasaï oriental, on est au Kasaï central, on est aussi à l'Équateur, à N'Guémena, on est un peu implanté dans... Donc RAPEC, en tant que RAPEC, implanté dans 6, 7, 10 provinces de notre pays. Donc c'est déjà très bien pour une première année où nous essayons de booster le pays. Je pense que la deuxième année, on y va progressivement. On n'est pas pressé. Qu'on le veuille ou pas, le décollage... C'est un parti politique qui vient de naître. Si ce n'est pas un parti, disons, ça ne vient pas de naître. C'est un parti politique qui existait, mais qui était presque... C'est l'Unagrico transformé, changé en parti politique. C'est ça. Donc nous avons tout fait pour que nous allions maintenant dans le secteur, dans la politique, étant donné que nous avons compris que nos lois
ne passe pas au niveau de nos décideurs, de nos dirigeants. Donc ils prennent ça comme juste, nous sommes délaissés pour compte, quoi. On s'est dit, bon, c'est des petits agriculteurs, c'est des petits éleveurs, on les laisse, il n'y a pas de problème. Alors que c'est nous qui nourrissons tous ces mondes-là. Ne voyez pas les 2 milliards d'importations de produits agricoles. Voyez un peu ce que nous sommes en train de faire. Ils doivent nous donner notre place. Ce que nous faisons ici, comme ils ne nous ont pas donné, en demandant, sans faire la politique, eh bien nous allons y aller en politique pour leur arracher notre droit en tant qu'agriculteurs. Là, vous êtes de la gauche, de la droite ou du centre? Le RAPEC, bien sûr, partie des agriculteurs et les verts et pêcheurs du Congo. Ma soeur, moi je suis congolais d'abord. Je suis congolais. En étant congolais, je ne suis ni de vos histoires-là de droite, gauche, centre. Je suis de ceux qui veulent que le pays démarre et décolle. Donc, nous on dit une agriculture forte pour un pays fort. Vous comprenez? Donc, vos histoires-là, droite, gauche, patati, allez dire aux Français, moi, congolais, je reste congolais et je veux le décollage de mon pays. Je ne suis ni pour Tshisekedi, ni pour Fayoulou, ni pour Katoum. Je suis pour le Congo. Nous sommes pour le Congo. Voilà, nous allons évoluer. Quel est le sentiment qui vous anime maintenant, vous personnellement? Parce que le pays est en train de vibrer au rythme de la tenue de Jeux de la francophonie après 2 reports. Ma soeur, c'est une très très bonne chose. Je vous assure que ces Jeux de francophonie, moi, en tant qu'individu, je n'aime pas trop ces trucs-là de francophonie, de patati. J'aime pas ça. Mais en tant que Congolais, c'est une très bonne chose parce que ça va démontrer à la face du monde que le Congo est encore debout. Que le Congo uni est un Congo fort. Que si nous nous mettons tous ensemble avec nos amis de l'extérieur et composons pour l'Afrique, l'Afrique sera forte. Et je pense que ce monde a besoin de l'unité et nous sommes vraiment très contents que ces Jeux se fassent chez nous. Voilà, lors de l'ouverture de cette rencontre de pays, il y a eu une absence de taille constatée, c'est l'absence du secrétaire général de la francophonie, la rwandaise, Louise Mushikwabo. Ça vous inspire quoi? Moi, rien du tout. De toute façon, elle est consciente que son pays nous agresse. Vous allez faire des discours chez les gens qui vous agressent. C'est bien qu'elle soit restée. Parce que même en venant ici, tout Congolais serait très déçu qu'elle puisse arriver à faire un discours. Donc, comme on l'a délégué, c'est bien. Nous continuons avec le jeu de la francophonie. Nous sommes d'accord, mais nous ne regrettons pas son absence. Mais quel est l'avantage pour Kinshasa ainsi que la République démocratique du Congo en accueillant ce jeu? D'abord, nous montrons ce que vaut notre pays. Parce que de l'extérieur, les gens croient que Kinshasa ou bien le Congo, c'est un pays qui est par terre, où les gens n'arrivent même pas à vivre, où il n'y a pas d'organisation, où il n'y a que la guerre, où il n'y a que la famine. Mais maintenant, avec ces jeux, c'est notre miroir. Voyez réellement ce que c'est le Congo et comment les gens vivent au Congo. Nous ne sommes pas des mendiants. Ce n'est pas parce que nous avons les chines courbées jusque-là à l'Est que cela va continuer. Nous sommes en train progressivement de nous relever avec le président Tshisekedi. Et je reste persuadé que si on lui donne, on lui accorde encore 5 ans, ma soeur, je repasserai ici pour vous dire, voilà là où nous sommes maintenant avec ces gens. Nous sommes tous en train de nous organiser progressivement, de reprendre une certaine valeur. Imaginez-vous que nous partions, quand on partait en Chine à une époque, on nous demandait toujours, vous êtes de Congo qui ou Congo Bou? Quand vous dites Congo qui, c'était Congo Kinshasa, vous traitez de mendiants, vous n'aviez pas de personnalité. Mais aujourd'hui, en Chine, les gens préfèrent traiter avec les gens du Congo Kinshasa. Même en Europe, le Congolais est en train de reprendre sa place. Ce que nous cherchons, c'est que nos dirigeants comprennent que dans tout ce qu'on fait... Pardon madame, je terminer. Dans tout ce qu'on fait ici, c'est tout simplement nous demandons à nos dirigeants de nous remettre au travail, créer de l'emploi. Vous comprenez, même avec l'agriculture, c'est parce que nous cherchons l'emploi, que les gens soient occupés. Tous ces gens que vous voyez, que ce soit les Koulouna, les M23, les Congolais, je ne parle pas de la partie rwandaise. Donc les Congolais, c'est par manque parfois de travail qui se mettent dans ces histoires-là. Mais si nous créons de l'emploi et nous créons aussi une valeur ajoutée dans ce que nous sommes en train de faire, je crois que ce sera une très bonne chose. Avec l'organisation, les efforts déployés, les dispositions prises par notre gouvernement, vous pensez que ce jeu vont se dérouler sans embâche, il n'y aura pas de faille sur un quelconque plan? En tout cas, je ne vois pas le Congolais qui peut aujourd'hui saboter.
qu'on le veuille ou pas, que ce soit les opposants, que ce soit même ceux qui sont au régime et au pouvoir, nous avons tous intérêt à ce que ces Jeux réussissent. Parce que c'est une histoire des Congolais et c'est quelque chose qui va montrer à l'extérieur que l'unité du Congo ne peut pas être sabotée. Parce que l'opposition projette déjà un mouvement de protestation. Non, je pense pas. Ce 29 juillet. Non, je crois que ça... Pour parler avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Je crois que ça a été reporté. Ils ne peuvent pas faire ça. Là, ça serait vraiment une haute trahison. Qu'on le veuille ou pas. Même si on est de l'opposition, il faut avoir pitié du peuple congolais. Nous avons besoin que le Congo montre son image d'un Congo uni. Et c'est les idées de Martin Fayulu. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas un homme à faire ça. Il aime le Congo. Et je respecte. Vous savez, être opposant, ce n'est pas que vous êtes des ennemis, vous êtes des adversaires. Mais l'adversité ne veut pas dire que vous pouvez saboter l'action du pays. Ça ne peut pas se faire. Soit vous êtes Congolais, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes Congolais, vous allez attendre après les Jeux de la francophonie et vous faites votre marche comme vous voulez. Mais pendant ce temps où nous avons tous les regards du monde tournés vers le pays, laissons les gens, attirons les investisseurs, attirons les gens qui peuvent travailler avec nous, qui peuvent comprendre que le Congo est un pays qui mérite aussi la paix comme tous les autres pays. Et c'est un grand pays. Voilà, l'actualité reste dominée aussi par le sommet Afrique-Russie. Quelle est votre opinion par rapport à ces sommets? Sachant qu'aujourd'hui aussi, il y a eu des bombardements. Il y a l'armée russe qui a tenté de bombarder le bateau britannique et consorts. Tout ça là, que pensez-vous de ce sommet particulièrement? Maman, je vais te répondre cruellement. Moi, je préfère parler de l'Est que parler de l'Ukraine et de la Russie. Cette histoire russe allait poser la question aux Russes et aux Ukrainiens ou bien aux Belges, pas à nous autres Congolais. On est déjà trop fatigués avec notre guerre, on a déjà trop de problèmes. Quand vous me posez pour la Russie, je préfère que vous ne m'en parliez pas, qu'ils se battent, qu'ils se tuent entre eux. Parce que nous, quand on nous tue ici, personne dans le monde ne comprend ni nos problèmes, ni nos soucis. Mais plutôt, on encourage. Ils ont la même mise sur l'Afrique. Ils ont la même mise, mais c'est cette même mise-là qu'on ne veut pas. Vous ne comprenez pas qu'en ce moment, nous sommes au XXIe siècle. Tous les pays là que vous voyez même, que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays qui se révoltent, c'est pourquoi? C'est pour justement cette même mise. Nous ne voulons plus qu'il y ait même mise sur nos pays. Nous voulons aussi être souverains, défendre nos terres, essayer de faire nourrir nos enfants. Nous n'avions pas demandé à Dieu de nous donner le Congo ou de nous donner l'Afrique ou d'avoir toutes ces richesses. C'est facile de changer cette réalité. Les chefs de l'État africain sont nommés par la communauté internationale, l'Occident, les États-Unis et consorts. Ils décident sur le sort des Africains. Ma soeur, c'est là où vous avez vu les gens comme... allez, parlons même de notre président Tshisekedi. Si vous comprenez bien sa politique, c'est essayer de nous amener progressivement vers l'indépendance. L'indépendance économique, parce qu'ils avaient fait rêver nos papas avec l'indépendance politique, en leur donnant les moyens de tout le temps se pavaner partout, montrer qu'on a l'argent, on a le pouvoir, mais en réalité, sur le plan économique, ils ne contrôlaient rien. Maintenant, avec ce qui se passe à travers l'Afrique, nous osons croire que petit à petit, ça va prendre un peu de temps, mais petit à petit, l'Europe ni l'Amérique n'aura plus la même mise sur l'Afrique. Nous allons essayer de développer nos propres industries, ça sera dur, il y aura même des guerres, mais ils n'arriveront jamais à ce que nous puissions leur vendre nos pays. Parce que le pays voisin de la RDC, notamment le Rwanda, est appuyé par les États-Unis d'Amérique et autres grandes puissances. Est-ce que nous, la République démocratique du Congo, nous pouvons tirer profit aussi à la Russie? Pourquoi pas pour nous en sortir de cette guerre de l'Est qui persiste 3 décennies déjà? Ma soeur, je ne pense pas que l'Amérique aura la possibilité, même le Rwanda, de tuer plus de 100 millions de Congolais. Pour qu'ils aient la même mise, pour qu'ils contrôlent le Congo, il faut tuer 100 millions de Congolais. Nous tous Congolais, nous allons accepter de mourir pour notre pays. Je ne vois pas au Vietnam, l'Amérique avait bombardé, ils avaient lancé la bombe atomique. Est-ce que tous les Vietnamiens sont morts? Non, mais ils vont commencer aussi par fragiliser notre... Non, fragiliser, ça va. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous organiser. N'oublie pas que le grand problème de l'agriculture, de notre lutte, c'est justement pour que nous puissions arriver à nos subventions, à nos besoins à travers ce que nous produisons localement. Ils vont nous fragiliser si nous continuons à dépendre d'eux. Et notre problème aujourd'hui, c'est la dépendance économique que nous cherchons. Vous comprenez? Nous pouvons avoir des partenaires.
Nous pouvons avoir des amis avec lesquels nous travaillons, mais nous ne pouvons pas avoir des maîtres. Ça, c'est déjà dépassé. Donc, je te donne par exemple l'Équateur, un exemple de l'Équateur. Pendant toutes ces guerres, vous savez qu'il n'y avait plus de bateaux qui partaient là-bas. Il n'y avait plus de marchandises qui venaient. Mais ils ont tenu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait développer nos Biteguteku, nos Ngaïngaï, nos histoires faites sur place, nos rafias pour qu'on s'habille et qu'on sorte. Nous devons arriver à comprendre que le Congo doit se retourner et doit normalement accepter que sa population, comme le président l'avait si bien dit, nous voulons nos nouveaux millionnaires. Nous voulons des jeunes, des millionnaires au Congo. C'est comme ça qu'on dit aussi, nous voulons des gens qui peuvent aider le Congo à arriver à l'autosuffisance de ses besoins. Voilà. Le pays devrait tourner sa diplomatie vers la Russie pour gagner, remporter la guerre de l'Est de la RDC. Vous pensez? Juste votre opinion. Moi, mon opinion, c'est que dans un premier temps, nous pouvons essayer de travailler avec, ou bien de travailler avec tout le monde. Mais ce qui est très important, c'est que petit à petit, vous savez les Kalachnikov, les armes là, tout ça, nous pouvons commencer à les fabriquer au Congo. Qu'on essaye d'équiper la base logistique de possibilités de fabriquer aussi des armes et des munitions. Tout le temps, aller à l'extérieur pour demander des armes, ça ne sert à rien. Le Soudan, là que vous entendez, vous savez qu'ils font, ils montent des chars de combat là-bas. Nous pouvons aussi tout faire pour monter des chars de combat ici. Essayons plus d'attirer, non le produit fini, mais le produit que nous pouvons assembler ici, c'est que nous pouvons faire, nous manquons. Et entre-temps, développons aussi un système pour mettre nos armes au point. Nous n'avons pas besoin seulement des armes des Russes ou des armes. Pourquoi ne pas avoir une arme congolaise? Nous avons des techniciens qui sont intelligents, madame. Et je vous dis que dans toutes les usines du monde, il y a des Congolais qui travaillent. Faisons appel à ces Congolais-là, qu'ils rentrent et qu'on vienne monter aussi nos armes ici au Congo pour essayer de défendre notre nation. Voilà, mais le message est passé. Nous allons évoluer avec M. Pierre Boukassa, président du Rassemblement des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo. Voilà, le Comité national de la lutte anti-Covid décide de ne plus exhiber les cartes de vaccination, voire le bulletin anti-Covid dans les aéroports. Quel est votre avis là-dessus? Je suis très, très ravi. J'ose croire que c'est ce qu'il fallait faire depuis longtemps. Parce que c'était tout simplement empêcher les gens de pouvoir s'occuper ou bien de pouvoir faire leurs affaires avec cette histoire de cartes. Ou bien on donnait la possibilité toujours aux étrangers de gagner de l'argent. Mais la maladie existe toujours? C'est toi qui le dis. Moi, personnellement, je voyage à travers le monde, je n'ai pas vu cette maladie. Peut-être que des maladies provoquées par l'étranger, mais nous autres Congolais, on n'a pas tellement senti cette maladie. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Cette décision profite à qui réellement? Je ne sais pas. Moi, déjà, je te dis que je ne crois même pas à ça. Alors, si vous me demandez à qui ça profite, ben, je sais, ça profite aux populations parce qu'il n'y aura plus à payer de l'argent. On n'aura plus à exhiber des cartes qu'on paye. Parce que j'avais compris qu'ici, par exemple, au Congo ou bien ailleurs, il suffisait de donner $50, $100, on avait la carte. Donc même sans se faire vacciner ou quoi que ce soit. Donc ça ne servait à rien. C'est que les gens qui percevaient l'argent doivent beaucoup regretter et la population qui sortait l'argent doit être très contente. Voilà, nous allons évoluer. Nous parlons toujours actualité dans cette émission. Processus électoral, la CENI est à pied d'œuvre avec les dépôts des dossiers des candidats pour les élections législatives 2023. Voilà, est-ce que votre parti politique RAPEC, que vous avez déjà déposé les dossiers de vos candidats? Nous avons déposé, et moi-même qui vous parle, je suis aussi candidat. Et ça s'est passé comment? Non, en tout cas, je ne sais pas, peut-être pour les jaloux ou bien pour les gens animés de mauvaise foi. Mais tel que la CENI s'y prend, c'est vraiment une très bonne chose. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a rien du tout jusqu'à présent. J'ose croire que c'est lui qui aura la possibilité, ou bien c'est lui que la population comprendra la vision, passera. D'aucuns pensent qu'il n'y a pas d'engouement. Comment il n'y a pas d'engouement? Vous savez qu'il y a 43 millions de personnes qui se sont enregistrées, 43 millions de Congolais. Quand la fois dernière c'était 40 millions, maintenant il y a 43. Il y a augmentation, diminution pour qu'on dise qu'il n'y a pas d'engouement. Moi je reste persuadé qu'il faut qu'on aille. Les élections sont très très importantes. Qu'on le veuille ou pas, il faut que le meilleur gagne. Pas le meilleur en t-shirt, pas le meilleur en argent, mais le meilleur en vision. Même moi, c'est que je parle ici, ça n'engage que moi. Il y a ceux qui vont accepter mon discours et ceux qui vont refuser. Si ceux qui acceptent mon discours sont nombreux, je vais passer. Si ceux qui n'acceptent pas mon discours,
n'accepte. Bon, je vais laisser tomber, ça ne sera pas ma possibilité. Voilà. Donc, je n'aurai pas convaincu la population. C'est normal. Mais refuser les élections, c'est montrer qu'on ne fait que chercher à ce que le pays ne décolle pas. Voilà. Quel est le quota que vous avez réservé à la femme? Maman, c'est encore une histoire que moi je ne comprends pas. C'est aussi, une fois on a eu à faire une émission là, Le président de la CENI, Denis Kadima, martelé là-dessus. Pour moi, il faut penser à la femme. La femme et l'homme sont égaux. Là, il n'y a pas de différence. Mais les partis politiques ont toujours cette discrimination. Non, pas du tout. Ça, c'est archi faux. Peut-être les femmes ne viennent pas se présenter. Parce que le message est lancé à tout le monde. Que les femmes et les hommes puissent postuler. Quand les femmes hésitent à postuler à travers le pays, nous allons maintenant des attirer. Vous devez stimuler. Vous voulez qu'on corrompe les femmes pour venir? Non, c'est à vous. Vous avez, par exemple, nous autres agriculteurs, nous créons ces partis. Pourquoi pas les femmes qui revendiquent tout le temps leurs droits ne créent pas leur parti de femmes s'ils veulent ça? Mais nous, à notre niveau, nous disons ceci, toute femme qui vient et qui est compétente, qui a tout ce qu'il faut comme document pour se présenter, a le droit de se présenter. Maintenant, s'ils viennent à deux... Mais quel est le quota que RAPEC réserve à la femme? 50-50. C'est 50-50, mais nous attendons que les femmes là se présentent. Mais la caution de 1000 dollars par candidat, vous trouvez que c'est raisonnable ou la somme est très élevée? Ce n'est même pas 1000. À l'époque, c'était 1000. Maintenant, c'est 700 dollars. C'est 700. Ça voisine 1000 dollars. Non, c'est 700. Attention. Les dernières élections, c'était 1000. Maintenant, c'est 700 dollars. Nous partons dans quel sens? De la diminution ou de l'augmentation? Donc, ce ne sont pas les 700 dollars. Comment vous allez vous présenter à la députation sans que vous ayez les moyens de défendre votre population? Vous allez parler pour qu'on vous achète un vélo que vous commencez à sillonner? Non. 700 dollars, 1000 dollars, moi je crois que c'est vraiment, ce n'est pas mal. C'est pas beaucoup d'argent pour être député. L'opposition insiste sur le côté consensus du processus électoral et que le consensus n'existe pas, selon elle. Qu'est-ce qu'il faut exactement, monsieur Pierre Boukassa, pour qu'on puisse avoir de bonnes élections en République démocratique du Congo, des élections qui puissent quand même rencontrer l'assentiment de tout le monde? Ma soeur, je vais vous dire une chose. Je ne crois pas que cela pourra exister un jour, le consensus. Qu'on le veuille ou pas, l'opposition devrait d'abord montrer de quoi elle est capable, qu'eux-mêmes se présentent aux élections et qu'on voit maintenant qui triche et comment ils sont en train de tricher. Vous savez que même en Europe, il y a des partis qui désistent au dernier moment qu'ils n'ont pas trouvé les élections crédibles. Donc, en ce moment-ci, prenons l'opposition. Vous allez voir, parce que moi, quand je parle d'opposition, je vois les vrais opposants. Je ne vois pas tous ces charlots qui sont en train de s'accrocher à ce qu'on leur donne l'argent. Mais parlons des gens, réellement, c'est, par exemple, Fayoul, Martin Fayoul. Ça, c'est un opposant. Je peux dire, voilà l'homme qui peut dire que voilà ça, ça, ça. On va un peu l'écouter. Mais malgré tout ça, quand il parle aussi, il commet toujours une petite erreur, comme la dernière fois. Je ne me présente pas aux élections. Et au dernier moment, il se présente aux élections et il veut gagner. Et il a changé d'avis. Il a changé d'avis. Maintenant encore, on refait la même bêtise. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur lui. Il fallait qu'il se présente, mais qu'il s'organise à ce que cela se passe dans les normes. Et là où il y aura tricherie, qu'on les déclame tout. Nous tous ici, nous allons être derrière. Nous allons dire, voilà, le président a raison. Il y a telle histoire. Mais quand vous ne parlez que chez vous à la maison et nous ne comprenons pas ce que vous voulez. Donc, le consensus, moi je crois que c'est une histoire qui n'arrivera, qui ne sera jamais ici en Afrique. On aura toujours des gens qui seront pour et des gens qui seront contre. Mais le grand problème, c'est que nous puissions avancer. Nous ne pouvons pas, dans une histoire, même que ce soit dans les affaires, dans le sport, dans tout, il y aura toujours des gens qui comprendront votre système de jeu, qui comprendront ce que vous faites et ceux qui vont toujours revendiquer que ça n'a pas été bien fait. Donc, si mais nous continuons à avancer. Si je vous comprends bien, vous personnellement, vous croyez à la tenue des élections à temps réel et dans les délais constitutionnels? À toi, madame, moi j'y crois. Je crois à ça à 100%. Je crois à ça. Qu'on le veuille ou pas, même avec 10 personnes, avec 20 personnes, il y aura les élections. Sous d'autres cieux, on parle déjà de la transition, entre guillemets. Il y a ces réunions qui se tiennent en coulisses en vue de manigancer, de projeter une transition de 2 ans. Quand aux les chefs de l'État... Quand aux États-Unis, il y a eu le problème d'élection ici, on a dit que Trump a dit que l'autre avait triché. Nous, Congolais, avions-nous un mot à dire là-bas? C'est ça l'erreur que nous commettons, nous autres Africains. D'écouter toujours la voix des Européens.
Quand nous sommes en train de trimer ici, quand nous sommes en train de mourir, y a-t-il des Européens qui meurent? Y a-t-il des Européens qui se battent avec nous? Mais au moment de parler de leurs intérêts... Non, mais il y a de ces Occidentaux qui sont en mèche avec l'opposition et sont en train de manigancer des choses. Mais maman, qu'ils manigancent, vous comprenez, hein? Qu'ils manigancent ce qu'ils veulent. Notre problème, c'est que nous avons un pays, le Congo, que nous devons défendre. Et que eux défendent leur pays et que nous puissions défendre notre pays. Ce n'est pas eux de nous dicter qui va diriger, qui ne va pas diriger. Voilà, ça, c'est leur histoire. Seul le dialogue peut arriver à sortir la République démocratique du Congo de la crise actuelle, vous pensez? Seul le dialogue. Peut sortir combien de fois on va faire des dialogues? De la crise. Ma soeur, je vous pose aussi une question, excusez-moi. Combien de fois on va faire des dialogues? Combien de fois? Et jusqu'à quand allons-nous faire les dialogues? Vous savez que les années passent... Il ne faut pas compter le nombre de fois, mais pourvu que ça compter la situation. Le dialogue, c'est pour les gens qui veulent se partager l'argent, qui n'ont pas l'argent pour faire la campagne. Alors ils se disent, on se donne 2 ans pour récupérer l'argent et faire aussi notre campagne. Qu'on aille comme on est là. Parce que le dialogue, nous avons déjà parlé. Qui est contre un Congolais ici pour qu'il se présente? Il n'y a personne. Vous allez dialoguer pour quel point et pourquoi dialoguer? Parce que vous tous, vous avez la chance de pouvoir participer aux élections. On aurait dit que tel ne doit pas participer, tel ne doit pas parler. Là, on aura besoin du dialogue. Mais tout le monde se parle. On voit les gens de certains partis de l'opposition venir à la majorité. On voit aussi ceux qui se disent des opposants s'enregistrer pour aller aux élections. Maintenant, ils vont dire, on va dialoguer pourquoi? Voilà. Ça que moi je demande. Les messages j'ai parlé. L'Est de la République démocratique du Congo, toujours, ça préoccupe au plus haut point. La situation a changé et la population, le moral en berne. Et on se demande, est-ce que le gouvernement a abandonné cette population de l'Est de la République démocratique du Congo, les territoires toujours occupés par les ennemis de la RDC? Ma soeur, très bonne question. Je vais aussi vous répondre ceci. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que cette partie de l'Est est occupée. 20 ans. Vous ne pouvez pas demander à une personne ou bien à un gouvernement qui est en train de s'organiser il y a à peine 3 ans. Parce qu'il y a 2 ans, ils étaient encore avec nos frères de PPRD. 3 ans, le gouvernement essaie de s'organiser. Mais pour qu'on arrive à récupérer nos territoires, il faut mettre des moyens, bien organiser son armée, bien organiser aussi la logistique, bien organiser certaines choses et essayer de galvaniser la population, qu'elle comprenne le pourquoi on doit chasser ces rebelles. Tout ça demande du temps. On ne peut pas le faire en 1 année ou en 2 ans, en 3 ans, alors que ces gens-là se sont implantés chez nous il y a 25 ans. Et en plus de cela, ils nous ont infiltrés. Donc, ils ont occupé des postes dans notre armée et consorts. Il faut y aller progresser. Quelle est la clé pour mettre fin à cette guerre? Avoir le matériel qu'il faut, les hommes qu'il faut, les moyens qu'il faut. Bunagana a toujours occupé. Bunagana peut être occupé même 10 ans. Mais ils vont finir toujours par partir. Si nous allons aujourd'hui à la guerre sans les moyens, nous ne ferons rien que faire tuer nos hommes. Nous ne ferons rien que faire tuer notre population. Voilà. Nous devons nous organiser. Les messages est passé, nous allons avancer parce que d'ici là, on nous signale que nous sommes presque à la fin. Que pensez-vous de la situation? La situation confuse au sein de l'organe délibérant de Kinshasa, le bras de fer entre Jean Tini Ngobila et le pasteur Godempoy. Je vais vous dire une seule chose, c'est un manque de conscience. Et en plus de cela, ils voient tous les deux ne voient que leurs intérêts personnels et ils ne voient pas l'intérêt du peuple. C'est tout ce que je peux dire. Leur conflit là n'est pas un conflit issu de compétences. Oh non, parce que celui-ci écrit mal, parce que celui-ci ne comprend. Non, c'est un problème d'intérêt personnel, leur ventre, pas le ventre de la population. Voilà. Et alors, tant qu'il y aura ces problèmes-là, la même situation au Kasaï central avec la déchéance du gouverneur Patrick Mathias Kabea par l'Assemblée provinciale, n'est-ce pas une instabilité dans les institutions provinciales? Non, ma soeur, non. Ce n'est pas l'instabilité. C'est toujours le même problème. La population donc nous n'avons pas des patriotes, nous avons plutôt des ventriotes. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la députation. Il ne faut pas que les gens partent à la députation pour gagner 21 000 $. Il faut qu'on baisse d'ailleurs ce monument. Il faut que quand on part, qu'on soit déjà sûr de ses propres moyens. Tous ces gens-là que vous voyez, c'est un problème de moyens. Et je l'ai dit à la face du monde. Si nous arrivons à régler que
nous puissions connaître leur patrimoine avant de devenir même bourgmestre, gouverneur et consort, et que nous puissions voir au moment où ils sont en train de partir, voilà. Ça sera une bonne chose. Voilà. Merci. On sait, l'honorable Chéribin Okende, paix à son âme, il a quand même prêché par l'exemple. Nous l'avons vu démissionner, mais il a péri par après. Que pensez-vous de son assassinat et de l'avancement des enquêtes? Ma soeur, quand vous me parlez de notre frère, je regrette beaucoup parce que la politique ne peut pas être une histoire d'assassinat. Vous comprenez? L'assassinat, c'est réservé aux gangsters et non aux hommes politiques. Nous regrettons beaucoup et nous espérons qu'on finira par arrêter ceux qui sont à la base de tout ça. Voilà. Nous ne sommes pas des ennemis, mais on est des adversaires. Et les adversaires ne doivent pas s'entretuer. C'est vraiment regrettable. Voilà, merci. Parce que nous sommes à la fin de notre émission, un message particulier. Je n'ai pas de message particulier. Moi, ce que je demande, c'est tout simplement que les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs sachent qu'ils ont leur parti, où ils peuvent revendiquer leurs droits. Nous soutenons-nous, car le Congo ne pourra se développer que par l'agriculture. Voilà, merci. Le message est passé plutôt. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, là, nous venons d'échanger avec le président du Rassemblement des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo, parti politique. C'est aussi le président de l'UNAGRICO, l'Union nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Congo. Vous comprenez la suite. Voilà, mais ce Pierre a répondu à toutes les questions prévues pour ces numéros. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Vous avez pris l'émission en cours. Ne vous tracassez pas, la rediffusion ce demain à 12h30 heure de Kinshasa.